Salut à tous, la team OL. Thomas M. Chorou, là, je suis en train de marcher sur Philippe Auclair. Philippe Auclair, ça vous dit peut-être quelque chose. Vous êtes un très très grand journaliste. Je suis très honoré de vous avoir à côté de moi. C'est correspondant de France Football, correspondant Guardian, correspondant BBC pour tout ce qui est football anglais. Vous êtes une véritable bible de la Première Ligue. C'est comme ça qu'on vous présente, Philippe Auclair. Alors, moi, me présenter comme une Bible ou l'auteur de la Bible, c'est quand même aller un petit peu loin. Oh, c'est pas mal. C'est quand même aller un petit peu loin. Oh, mais moi, je vous considère vraiment comme un véritable dieu du... C'est très gentil. Tant que les autres le pensent, tout va bien pour moi. Alors, présentez-vous, Philippe Auclair. Qu'est-ce que vous diriez sur vous ? Qu'est-ce que je dirais sur moi? Que je suis donc journaliste de football, correspondant de France Foot depuis très très longtemps. J'ai également une double vie parce que je suis également musicien. Je suis également musicien, bien sûr. Vous faites quoi comme instrument ? Je suis chanteur, entre autres choses, et C'est multi-instrumentiste. pour ça que vous disiez baryton. Baryton léger. D'accord, baryton léger. Baryton léger, ouais. Et que dire, et aujourd'hui je suis directeur de la rédaction de To Goal. Ouais, To Goal. De la mini-rédaction de To Goal. Ouais, mais c'est déjà pas mal, voilà, vous êtes un des membres fondateurs qui est basé vraiment sur ce réseau social de football, sur le podcast. Oui. Vous faites beaucoup de podcasts. Un podcast basé sur le football anglais, un podcast football international qu'on fait tous les lundis avec Julien Cazard, mais c'est aussi des chroniques puisqu'on a nos partenaires du Guardian pour lesquels je travaille qui sont excellents et on propose la version française de leurs articles. C'est excellent, vraiment. Et puis sans oublier Opta parce que quand on parle de l'équipe rédaction de To Goal, on parle aussi de statistiques, de stats et notamment de Jean Opta. Voilà, Jean Opta. Alors moi, quand je vous donne des statistiques sur les matchs de l'Olympique Lyonnais, ça vient de Opta. C'est une application qui s'appelle StatZone et qui est générée par Opta. Donc vous voyez, on arrive à faire un petit groupement avec tous ces gens dedans, dont Philippe Auclair. Alors Philippe Auclair, on va parler juste un petit peu football. Okay. Alors vous suivez le championnat de France et surtout l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce que vous pensez de l'Olympique Lyonnais cette saison? Ce que j'en pense, je vais répéter tout ce que me disait mon ami Jean-Marie Lanoé, l'homme qui me fit venir à France Football et avec qui on vient de faire le podcast. Non mais Jean-Marie disait quelque chose de très juste et en fait je me disais que Lyon ressemble un petit peu à Arsenal cette saison, dans la mesure où c'est une équipe qui fait bien dans les top matchs. En ce sens que Arsenal a fait match nul contre Liverpool, a battu Tottenham, a battu Chelsea ce week-end. Lyon fait un exploit extraordinaire en Ligue des Champions. Lyon gagne le derby, dans la douleur, mais il le gagne. Et que c'est une équipe, en effet, moi, que je continue de suivre avec une certaine tendresse. Je ne suis pas fan de Lyon, je suis fan du Havre. Fan du Havre Athletic Club. Ouais, je suis fan du HAC. Eh bien, on avait, je crois, Ferland Mendy qui jouait au Havre. Tout le monde a joué au Havre. Et on avait Jean-Philippe Mateta, qui est maintenant à Mayence, mais qui n'a pas réussi chez nous. Oui, voilà. Mais c'est un club pour lequel j'ai une certaine tendresse et que j'ai en fait depuis un bout de temps, parce que quand j'étais gamin, deux des joueurs que j'aimais le plus, c'était, je crois que tu vas deviner, c'était Serge Chiesa et Floridinalo. Waouh, ça c'est l'OL vintage. C'est l'OL vintage. Quand j'étais tout petit à l'école, j'avais mes albums Panini, etc. Et j'avais mon Olympique Lyonnais. Donc c'était deux joueurs. J'aimais toujours j'aimais les petits joueurs de petits gabarits techniques. Et quand tu penses Lyon, tu penses formation des jeunes, mais tu penses aussi technique. Tu penses à un club qui pour moi est un modèle de gestion. Julien, je sais pas s'il est d'accord avec moi, je pense pas, mais et donc un club que moi je suis avec sympathie. Donc encore une fois, je ne suis pas fan. Si je comprends bien, vous comparez à Arsenal, alors en première ligue. Pour cette saison, pour la façon dont les résultats, au niveau des résultats, à savoir que Arsenal par exemple s'est planté à West Ham. Ouais, s'est planté. Et s'est planté à West Ham avant de battre Chelsea. On a vu deux équipes complètement différentes. Il y a de l'irrégularité, mais il y a de l'inconstance. Ouais, il y a de l'inconstance et on cherche un vrai système de jeu du côté d'Arsenal, ce qui est le cas aussi du côté. Il est en train de se mettre en place. Oui, parce que ce week-end ils étaient en 4-4 de losange. Absolument, qui a fonctionné. Ouais, qui a fonctionné. Système qui était privilégié par Genesio en fin de saison pour faire la grosse série qui nous a permis d'accéder à la Ligue des Champions. Donc effectivement, il y a des similitudes. Et vous, qui êtes un spécialiste du championnat anglais, quelle équipe cette année vous impressionne? Je suis comme il y en a plusieurs, il y en a beaucoup qui m'impressionnent. Le champion en titre m'impressionne bien évidemment. Je suis impressionné par Tottenham qui fait une saison absolument remarquable à tout point de vue, avec deux monstres. Ils pourront pas les battre, mais une saison remarquable alors qu'ils ont eu zéro recrutement, que les joueurs étaient semble-t-il cramés en début de saison et tout ça. Mais celle évidemment qui me fait la plus grosse impression, c'est Liverpool. C'est la transformation de Liverpool qui est passée d'une équipe qui était toujours excitante à voir sous Klopp et même sous Brendan Rodgers d'ailleurs. Mais là, on a une équipe qui est passée dans une autre dimension, qui est maintenant un véritable grand du championnat d'Angleterre, qui est maintenant favorite pour gagner le
d'Angleterre, et qui montre des vertus qu'on ne lui connaissait pas précédemment. Alors moi je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Une sorte de recrutement, ça. Ouais, et les joueurs jouent pour Klopp, ce qui est la vraie différence avec une équipe londonienne qui est Chelsea. Ou, je ne sais pas si vous avez entendu, Sarri qui a dit que c'était difficile à motiver les joueurs. Je l'ai entendu s'exprimant en plus en italien pour être sûr que les mots soient bien précis, bien choisis. Ouais. Je l'ai entendu faire ce commentaire à la télé, aux 2 télés auxquelles il a parlé. Je l'ai entendu faire à la BBC, à la radio, je l'ai entendu faire à la presse écrite. Il voulait que le message passe. C'est quand même terrible. C'est aussi une façon... Il y a beaucoup de choses qui à Chelsea posent problème. D'abord le fait qu'il est arrivé très tard à cause des problèmes avec Antonio Conte. Il n'a pas eu de pré-saison. Au niveau du recrutement, on lui demande son avis sans lui demander son avis. On voit l'arrivée. Il était au courant qu'il s'intéressait à eux, mais c'est pas lui à qui on a dit mon cher, on lui a imposé un joueur qu'il apprécie. Mais en plus de ça, il a très bien compris que si on fait venir Pulisic, c'est que Hazard va s'en aller. Tout à fait, mais il part pas avant la... Oui, parce que ça c'est vrai, vous parlez de Hazard, c'est l'arbre qui cache la forêt, qui cachait la forêt en début de saison. Oui. Parce qu'on voit que l'équipe a beaucoup de mal, l'équipe de Chelsea actuellement. Elle a eu du mal dans le dernier match. Il ne faut pas oublier qu'elle a eu du mal dans les matchs précédents également, mais en parvenant malgré tout à l'emporter, il y a des problèmes devant, ce sens que Alvaro Morata, il n'a qu'une envie, c'est de se barrer. Que Olivier Giroud, il y a Giroud qui joue on ne lui fait pas confiance, pour des raisons qui échappent un petit peu à tout le monde, surtout quand on voit son entente avec Eden Hazard. On a une équipe qui également a une défense qui a des moments un petit peu, dirons, de vague, comme David Luiz qui fait un match, qui fait parfois des matchs extraordinaires, comme c'était le cas contre Manchester City, et il fait des matchs absolument épouvantables, comme c'était le cas contre Arsenal. On dit souvent qu'il y a un problème de position sur les joueurs de Chelsea. Oui, alors on a délocalisé William sur le côté gauche, alors que sur le côté droit, il a donné de grosses certitudes. Il y a l'énigme aussi de Jorginho. Jorginho qui a été recruté, qui est un pur produit Sarri-Napoli. Ouais. Mais c'est pas le jeu. Mais c'est pas le Jorginho de Napoli qu'on voit. Non, c'est le Jorginho qui ralentit le jeu, qui est pas assez direct. Le garçon qui a fait plus de passes que quelque autre joueur de première ligue et qui n'a toujours aucune passe décisive à son actif. Exactement. David Luiz, vous en avez parlé. Est-ce qu'il est meilleur à 2 ou à 3 derrière? On ne sait pas. Pareil. Il est meilleur dans certaines configurations de match où ils sont un petit peu, je dirais, pressés sur leur but, comme ça avait été le cas justement contre Manchester City. Par contre, lorsque l'équipe a la possession du ballon, et là par contre ça devient beaucoup plus compliqué, ce qui a été le cas, ce qu'on a vu contre Arsenal. Il y a ce problème aussi des latéraux qui est très important, Marcos Alonso et César Azpilicueta. On se demande aussi quelle est leur meilleure position sur le terrain, en tant qu'arrière gauche, en tant que piston. Bref, vous voyez, oui, certes. Dans ce cas-là, oui, dans la mesure où, par exemple, avec du temps d'Antonio Conte, avec la défense à 3 et avec Alonso et Aspi qui jouaient sur les côtés comme wingbacks, comme pistons, comme vous voulez, c'est vrai qu'il présentait peut-être un petit peu plus de garantie. Mais il y a aussi le problème de N'Golo Kanté, qui n'a pas vraiment été résolu. Le fait que Kramaric, qui est un joueur que j'aime bien, j'avoue qu'il... On l'a affronté contre à l'OL avec Hoffenheim. Il a été très très bon, il a planté sur les 2 matchs et c'est vrai que c'est un formidable joueur et il pourrait faire du bien. Mais il n'y a pas de véritable, je sais pas, ce milieu de terrain pour moi ne me convainc pas complètement, il paraît assez lent. Ce qui est quand même étonnant quand on a N'Golo Kanté qui est un... N'Golo Kanté, c'est pas son vrai poste, lui c'est un relayeur et il essaye de le faire jouer à contre-cœur, si je puis dire, même s'il a marqué 3 buts je crois depuis le début de la saison. Oui, non mais moi je suis persuadé que N'Golo Kanté peut jouer légèrement plus haut que ce qu'il faisait avec Antonio Conte. Cela dit, il y a une différence entre jouer un petit peu plus haut et ne pas vraiment savoir où il doit jouer. Parce que, encore une fois, lorsqu'on a vu du bon N'Golo Kanté, c'est quand il venait se placer au niveau de Jorginho, un peu plus en retrait. Mais visiblement, Sarri l'encourage à être plus près de ses attaquants, des attaquants qui ne plantent pas. Alors, donc, il y a un problème. D'ailleurs, Sarri, en disant qu'il n'était pas content du positionnement de N'Golo sur le terrain, parce qu'il était trop, je pense, comme en équipe de France, encore dans sa tête. Et là, il apprend à être plus polyvalent, et c'est ça qui est bon. Il a ça pour moi, il a ça dans son arsenal, sans faire de jeu de mots, mais sans le moindre doute, il a les capacités techniques. Il a les capacités également, il sait provoquer, il sait effacer en 1 contre 1. Il a une qualité de frappe qui est meilleure que ce que l'on pensait. On l'a vu un petit peu plus au cours de cette saison. Mais se priver du N'Golo Kanté qu'on a vu brillantissime avec Leicester et avec Chelsea lors de ces 2 premières saisons, c'est quand même un petit peu dommage. Je suis un peu d'accord avec vous. Et on va finir par Manchester United qui est en train de revivre sous Solskjaer. On sait qu'il y en a un aussi qui revient, un Français, c'est Paul Pogba. Paul Pogba qui fait des très 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 beaux matchs. Alors que la constance, on sait que c'est pas nécessairement son fort. Là, bon, on va pas aller trop vite en besogne dans la mesure où maintenant ça fait 7 matchs, on est d'accord, 6 victoires en Première Ligue, une victoire en Cup, face à des adversaires qui n'ont pas tous été du niveau, par exemple, de Tottenham. Et
parfois des victoires un petit peu en trompe-l'œil. Là, par exemple, même contre Brighton, ça a été un petit peu plus compliqué qu'il y semblait. Notamment la fin de match était un peu dur. Mais c'est vrai qu'on voit un excellent Pogba qui prend le jeu à son compte, qui joue plus haut, qui joue avec également des attaquants qui sont beaucoup plus rapides, je dirais, que Romelu Lukaku. Enfin, ou plus vifs. Ouais, Martial et Rashford sont beaucoup Martial et Rashford. Et là aussi 4-4-2 en losange. Et là aussi 4-4-2 en losange avec Pogba à la pointe du losange. Et effectivement, et c'est vrai qu'il y a un maître mot qui revient pour Pogba, c'est liberté. Ah mais oui, et là il l'a. Et Zlatan Ibrahimovic l'a dit ce week-end, il a dit Paul Pogba a besoin de liberté et c'est comme ça qu'on lui montre sa confiance. C'est qu'on lui dit, on lui laisse les clés du jeu, débrouille-toi avec, fais ce que tu veux. Alors, mais ça peut avoir il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient avoir leur liberté, donc mais il y en a quelques-uns qui la méritent. Et lui, ses qualités sont telles, ses qualités physiques, ses qualités techniques, ses qualités également. C'est le meilleur passeur que. Je veux dire, il y a très peu de joueurs qui peuvent être box-to-box comme il est, qui au bout d'une course de 40 mètres sont capables de brosser un de ses ballons pile dans la course de son ailier. Bon, il y a comme contre Tottenham, c'était absolument vision du jeu, absolument vision du jeu, présence physique. Et en l'occurrence là, on le détache de ses tâches défensives. Il est plus libre d'aller et de venir sur le terrain parce qu'il a derrière lui Matic et Herrera qui font le boulot. Mais encore une fois, moi je veux pas aller trop vite en besogne parce que les enflammades sur quelques matchs comme ça, quand on a joué contre la Lanterne Rouge, un club qui était relégable, un club qui avait gagné 2 matchs en 11 contre Newcastle qui était aussi dans la zone de relégation, on peut continuer comme ça longtemps. C'est une équipe de Manchester United qui respire, ça c'est vrai, un Pogba qui respire, un Rashford qui en ce moment marche sur l'eau, un Anthony Martial que moi j'ai pas vu à ce niveau-là depuis qu'il était avec. Il va prolonger, Anthony Martial, 5 ans. Et oui, il va prolonger. Maintenant que l'autre est parti, il est certain que les souris dansent un peu plus rapide, un peu plus. Et non, mais c'est. Encore une fois, c'est très positif ce qui est arrivé à Manchester United. Mais le plus dur arrive. Le plus dur arrive. Avec notamment le Paris Saint-Germain. Et avec le PSG en Ligue des Champions. Et pour finir sur Pogba, vous avez eu l'occasion, je crois, de le voir récemment. Je l'ai croisé après le match contre Tottenham. Qu'est-ce que vous lui avez dit à Paul Pogba ? C'est surtout lui qui m'a parlé parce que oui, non, c'est lui qui m'a parlé. C'est moi qui ai posé la question et c'est lui qui a répondu. Ouais. Non, mais simplement on parlait justement de son repositionnement et du fait qu'il se sente d'un peu plus libre. Et c'est quelque chose sur laquelle il a insisté. Je veux dire, tous les collègues qui étaient avec moi, où il s'est arrêté, il a parlé à plusieurs personnes et il parlait justement de liberté et de plaisir de jouer. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Mourinho ? Parce qu'on dit beaucoup de choses sur sa relation avec Mourinho. Est-ce que c'était Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Mourinho également ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Mourinho depuis qu'il est arrivé? Visiblement, d'après les histoires qui commencent à ressortir maintenant, quasiment dès son arrivée à Manchester United, il a commencé à se plaindre. Donc il y avait un problème. Il a ensuite perdu son bras droit, Rui Faria, ne pas oublier. Il a eu une relation très conflictuelle avec Ed Woodward, donc son directeur sportif. Il a des relations conflictuelles avec pas mal d'autres joueurs. Et en même temps, ce Mourinho-là, c'est plus le Mourinho de Chelsea des débuts, c'est plus le Mourinho de l'Inter et c'est même plus le Mourinho du Real Madrid de ses premières saisons quand il fait ce record du football moderne. C'est la question. Les nouvelles générations, c'est la grosse question. C'est pas une question d'âge. Lulu Favre, ça a très bien au Borussia Dortmund. Et il est plus âgé que José Mourinho. Et Jupp Heynckes avait fait tout aussi bien avec une plus jeune équipe du Bayern Munich. C'est un problème d'ego. C'est un problème d'ego et de personnalité. Merci beaucoup Philippe Auclair pour Merci à vous. Ce débrief sur le championnat anglais, c'est absolument passionnant. Merci à vous et on se retrouve sur 2Goal. Téléchargez l'application 2Goal sur Android Market, sur l'Apple Store. Vous verrez, il y a plein de trucs, plein de podcasts avec ce monsieur, mais pas que. Qui vous salue. Allez, merci.